Eh, tu savais qu'en 2009, Joey Starr, Non, pas Joey Starr, non, pas d'anecdote, rien du tout, ta gueule. Eh, d'accord, bah je me sens soutenu, c'est bien. Bon, bah épisode 2 de Flash, ça commence maintenant. Connaissez-vous Jim Morrison? Ah oui, alors, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est le chanteur de ce groupe. This is the end, my only friend, the end. Ah, tu vois, ça te dit quelque chose. Non, aujourd'hui, on va pas parler de The Doors vraiment, on va parler plutôt de Jim Morrison et plus particulièrement des circonstances de sa mort, qui sont, même à l'heure d'aujourd'hui, toujours inconnues. Enfin, c'est faux de dire inconnues, on va plus dire incertaines. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971, le chanteur Jim Morrison est retrouvé mort dans sa baignoire. Selon la version officielle, il serait décédé d'une crise cardiaque, et c'est sa femme qui l'a retrouvé dans la baignoire. Vous savez très bien que parfois, les versions officielles sont pas si vraies que ça. Voilà, vous le savez. En effet, le problème dans cette histoire est que Sam Bernett, le gérant de la boîte parisienne le Rock'n'Roll Circus, donne une version totalement différente des circonstances de la mort de la star. Selon cette version, le chanteur Jim Morrison serait venu chercher de la cocaïne pour sa femme auprès de deux hommes qui travaillaient pour Jean de Breteuil. Et retenez bien ce nom, il va être très important. Ce Jean de Breteuil, dealer connu des services de police, aurait donné de l'héroïne pure au chanteur qui aurait fait une overdose dans les toilettes du bar. Et dans cette version également, on apprend que pour éviter une fermeture administrative et un scandale, ils auraient ramené en voiture la star déjà morte dans son appartement. Ah là, vous voyez qu'on est un peu loin de la mort naturelle, crise cardiaque, on est un peu loin là. Et en plus de ça, d'autres témoignages donnent un côté plus rock'n'roll à la mort de la star. Toujours d'après Sam Bernett, après l'avoir ramené mort à son appartement, ils l'ont mis dans un bain glacé. Excusez-moi, j'ai une question, vous pensiez vraiment que ça allait marcher ? Non, vous pensez vraiment qu'un bain glacé ça réanime les gens? Cette version alternative est d'ailleurs confirmée en 2019 par Philippe Manœuvre. Mais ça, c'est du rock'n'roll! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi? Il rajoute même des informations en disant qu'Agnès Verda, elle, aurait ensuite appelé un médecin pour bidouiller la version officielle, pour maquiller tout ça. En fait, le réel objectif était de faire passer ça pour une mort naturelle, alors que ça ressemble beaucoup plus au fait d'un dépressif et d'un drogué. Je dis dépressif puisque plusieurs témoignages relatent que quelques jours avant sa mort, Jim Morrison montrait énormément de comportements autodestructeurs. Et prendre de l'héroïne pure, ça en fait partie. Tu prends rarement ça après le goûter, finalement. Mais est-ce qu'on s'arrête à deux versions ? Non, bien sûr que non. En effet, il y a une troisième version. Elle est racontée par Alain Ronet, un journaliste et ami de la star. Dans cette version, en fin de journée, après avoir bien picolé, le journaliste le laisse et prend le métro. Morrison aurait ensuite accompagné sa femme au restaurant, puis au cinéma, avant de rentrer chez eux. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils commencent à danser sur les albums des Doors et à consommer de l'héroïne. Ils prennent d'ailleurs de l'héroïne ramenée de Chine par Jean de Breteuil. C'est ouf, hein, il y a plusieurs versions de l'histoire, mais il y a des noms qui y sont à chaque fois, hein. C'est étonnant, hein, c'est pas noté dans la version officielle, ça. Vers 3h du matin, le couple s'endort, et 2 heures plus tard, Jim Morrison se réveille, se lève et se sent très souffrant. Il décide alors de prendre un bain et se met à vomir. Bref, la suite, c'est que le lendemain, au réveil, elle essaye d'ouvrir la porte de la salle de bain qui est bloquée. Elle contacte alors son ami... Si, vous l'avez. Ah si, vous l'avez. Jean de Breteuil, hein, décidément, toujours là, mais non. C'est d'une crise cardiaque. Simple crise cardiaque. Jean de Breteuil aide alors Pamela à appeler la police car elle ne parle pas français. Quoi, on se croirait chez les bolcheviks ici? Il arrive donc une demi-heure plus tard, maquille tout ça et quitte le sol français dès la nuit. Crise cardiaque. Mais avec tout ça, avec tous ces éléments, toutes ces versions, aucune autopsie n'a été demandée. Aucune enquête a été réalisée, la star est morte d'une crise cardiaque. Tout va bien. Et même si, en 2014, la compagne de Jean Breteuil de l'époque où ça s'est passé, où les faits se sont déroulés, accuse Jean de Breteuil d'avoir assassiné la star en lui donnant de l'héroïne pure qui, lui a fait une overdose. Mais ne remettons pas en question cette enquête qui a été, je pense, rondement menée pour en arriver à une conclusion comme celle-ci. Vraiment ? Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef.
et agent de la paix avant tout. Donc cette anecdote se conclut en vous disant qu'on ne sait pas vraiment, officiellement, comment est mort Jim Morrison. Attention, si certains veulent croire la version officielle, je ne me moque vraiment pas de vous. C'est juste que selon la version officielle également, Kurt Cobain est mort en se suicidant. C'est tout. Et c'est totalement vrai, il est vraiment mort en se suicidant. Anecdote suivante. Vous pouvez poser ça? Qu'est-ce que j'aime les transitions. Je vais vous montrer une vidéo qui me détruit à chaque fois que je la regarde. Vous n'allez pas tout de suite comprendre pourquoi, mais regardez. Jimmy Buffett, Barry White, Patti LaBelle, Tom Petty. The list goes on and on. I barely scratched the surface in all of that. They say when that warehouse went up in flames, an entire part of music history died with it. Le bâtiment que vous voyez brûler, c'est l'Universal Hollywood Studios. Et est-ce que vous savez où sont stockés tous les albums les plus mythiques que vous avez écoutés 1 milliard de fois et qui font notre patrimoine de la musique? Dans l'Universal Hollywood Studios, qui est en train de brûler sur la vidéo. Mais non, là aussi, il y a une version officielle pour vous rassurer. C'est pratique, hein, mine de rien, quand on a peur d'avoir perdu des milliers d'enregistrements mythiques. Attends, pourquoi tu t'es mis sur la télé? Je sais pas, je trouvais que ça avait du style. Ouais. 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 Bon, okay. Le 1er juin 2008, au petit matin, l'alarme incendie résonne au Universal Studios Hollywood à Los Angeles, qui est en fait un vaste complexe qui réunit des plateaux de cinéma, des bureaux, des archives, ça va être important. Un feu se déclare sur le toit de ce bâtiment et il se propage très rapidement, faisant quelques blessés. En plus de ça, on ajoute des dégâts matériels et des pertes d'archives sont à déplorer, comme le dira la presse. Mais à part ça, ça a l'air d'aller, hein, la presse, la désinformation, mais on donne rien de gros, hein. Finalement, ça s'est plutôt bien passé cet incendie. Les archives qui ont brûlé se trouvaient dans le bâtiment 6197, utilisé par l'Universal Music Group, UMG. À la suite de l'incendie, la maison de disques dira qu'il y a seulement des originaux de projets obscurs des années 40-50 qui ont disparu, donc c'est un peu dur à dire, mais rien de gravissime. En plus de ça, la Major va mentionner le fait qu'il existe des copies, donc, je vous le dis, rien de grave. Mais encore une fois, ça c'est la version officielle, hein. Maintenant on va apprendre la deuxième version. 500 000 titres sont partis en fumée. Putain. Jody Rosen, un journaliste américain, a retrouvé le directeur des archives de cette époque. Il s'appelle Randy Howardson. Alors ce monsieur, il est arrivé un peu par hasard ici, hein, aux archives du MG en 1980, et il disait ceci pour déclarer ce qu'il voyait tous les matins en allant au travail. Chaque jour, quand il arrivait dans le bâtiment, il avait le sentiment d'entrer dans une cathédrale pleine à craquer de reliques. Le jour de l'incendie, celui-ci arrivera sur les lieux en pleine nuit et dira « C'est comme un de ces films de fin du monde, j'avais l'impression que ma planète avait été détruite. » Ah oui, c'est moins rassurant que la version officielle tout d'un coup. Tenu au silence par la maison de disques pendant plus de 10 ans, il ne dit vraiment rien. Seuls les vrais initiés commencent au fur et à mesure à comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Encore une fois, la version officielle parlait de dégâts mineurs, mais au fur et à mesure des années, on a appris qu'on a perdu littéralement une grande partie de notre patrimoine musical. Mais ça ne s'arrête pas là, car le journaliste a retrouvé des notes internes d'UMG qui datent de l'époque de l'incendie. Dans une note confidentielle de mars 2009, la maison de disques estime à 118 230 le nombre d'œuvres musicales parties en fumée ce 1er juin 2008. Et dans un autre rapport publié par UMG en 2009, celle-ci va avouer avoir perdu 500 000 exemplaires cette nuit-là. Ils mentionneront ensuite, je cite, « Le bâtiment des archives de la côte ouest a disparu dans son intégralité. Une immense partie de notre patrimoine musical a sans aucun doute été perdue dans l'incendie. Parmi ces archives détruites figurent des enregistrements de nombreux artistes de jazz, Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, du blues et du rock'n'roll, dont probablement la quasi-totalité des archives de Chess Records, par Muddy Waters, Buddy Guy ou encore Chuck Berry. De la soul, de la pop et même du rap, Eric Clapton, Aerosmith, Barry White, The Police, Nirvana, Eminem, bref, la liste nous donne un réel frisson infernal. Donc dans son article, le journaliste va
révéler tout ça. Il va énumérer 77 noms d'artistes dont les bandes sonores sont totalement détruites par l'incendie. Et vous voulez savoir le pire dans tout ça? Eh ben, il est très difficile en fait d'évaluer les pertes. Parce qu'à cette époque-là, eh ben, on s'en foutait un peu des archives. Hein, on notait juste tout ça sur un petit papier et c'était tout. Hein, voilà. Donc vous vous dites que hein, un album d'Eric Clapton, bah, c'était juste marqué sur une petite fichette et rien de plus. Mais surtout, hein, ce que va dire Jody Rosen, c'est que contrairement à ce qu'a dit UMG, ce ne sont pas 500 000 copies hein, qui ont brûlé. Voilà, il y a vraiment des masters originaux d'artistes phares qui ont été détruits. On ne retrouvera jamais le son du studio. C'est immonde. Le journaliste dira, et je cite parce que c'est très important, « Le master original contient les détails du disque dans leur forme la plus pure. Le grain de la voix du chanteur, des timbres d'instruments, l'ambiance du studio. Et ça, bah, vous pouvez pas le retrouver sur YouTube. Donc, bah, vous pourrez pas le retrouver tout court. Finalement. Bref, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On est en plein confinement, donc on se fait plaisir, des petits contenus, j'espère que ça vous plaît vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire ce que vous voulez avec ma chaîne YouTube. Non, finalement, je vais pas dire ça. Je remercie encore une fois mon pote Sing Tattoo. Allez voir sa chaîne, je vous en supplie. Allez, ciao, à la prochaine.